Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la conférence de présentation du scénario Rénovons 2020 pour 1 heure et demie. L'initiative Rénovons s'est créée en 2016 avec pour objectif en- de faire adopter et mettre en œuvre un plan de rénovation des passoires énergétiques en France, ce qui a eu, euh, ce qui a eu quand même pour effet euh, de faire monter le sujet très largement. Depuis 2017, avec la montée du thème dans la campagne présidentielle, puis l'adoption d'un plan de rénovation des passoires énergétiques, enfin un plan de rénovation énergétique des bâtiments, puis l'année dernière, un débat pendant la loi énergie-climat sur le fait de devoir interdire, obliger la rénovation des passoires énergétiques. Et enfin, un thème, on reviendra dessus, qui a été largement aussi abordé dans le groupe, dans la Convention citoyenne pour le climat. Et enfin, aujourd'hui, un thème qui apparaît comme très important au regard d'un certain nombre de défis qui sont là et qui vont se renforcer dans le futur. Le défi climatique, donc la résilience au changement climatique, le défi social qui va venir avec les conséquences de la crise qu'on traverse, notamment pour les familles les plus modestes, on y reviendra aussi. Le défi, le défi sanitaire, puisqu'il y a des aspects très importants sur ce plan également qui concerne les familles en précarité énergétique qui vivent dans des passoires. Et le défi économique, bien sûr, sur lequel on reviendra, certains intervenants et intervenantes reviendront de manière à pouvoir relancer ou participer activement à la relance de l'activité en France, notamment pour la partie bâtiment. Euh, en 2 mots également, la composition de l'initiative Rénovons, donc c'est une initiative qui est composée d'acteurs divers qui viennent comme la Fondation Abbé Pierre ou le Secours catholique, donc du monde de la lutte contre la pauvreté, pour l'accès au logement, d'acteurs comme Solia, qui sont des opérateurs historiques de réhabilitation de l'habitat, de groupes privés comme le groupe EFI ou le groupe Schneider Electric France et sa fondation, qui sont très impliqués, bien sûr, et historiquement très impliqués dans le bâtiment, la construction et la rénovation énergétique particulièrement. On a aussi des associations environnementales très iconiques, on va dire, comme le réseau Action Climat en France et le réseau pour la transition énergétique Claire, qui sont historiquement très impliqués sur ces questions-là. Et on est tous ensemble liés dans cette aventure qui nous oblige à pousser pour la mise en œuvre d'un plan de rénovation énergétique ambitieux, vraiment ambitieux, qui aille au fond des choses et qui te permette de faire face à différentes conséquences. Et cette année, on présente une version actualisée de notre scénario de manière à mettre en visibilité ce que ça implique en termes d'investissement collectif et ce que ça nous rapporte en termes de bénéfices sociaux, environnementaux, sanitaires, que de le faire et de le faire au niveau des objectifs qu'on s'est fixés collectivement. Ce scénario qui va vous être présenté là tout de suite par Sonia Ribeiro du cabinet SIA Partners, qui a réalisé l'étude, s'accompagne d'une feuille de route que vous allez trouver très rapidement sur le site de Rénovons, rénovons.org, qui énumère un certain nombre de conditions qui permettant la libération structurante, qui permettent la libération en gros de ces bénéfices. C'est-à-dire ce plan de rénovation énergétique ambitieux, il peut se faire qu'à un certain nombre de conditions qui ne sont pas toutes réunies aujourd'hui et qui doivent être réunies pour pouvoir rendre ce plan effectif. Ces conditions, sans rentrer dans les détails, sont voilà, d'avoir une gouvernance régionale et nationale de la rénovation énergétique qui soit cohérente et renforcée, de bien cibler sur les ménages les plus vulnérables tous les dispositifs,
d'avoir des dispositifs d'accompagnement variés et qui permettent un accompagnement de bout en bout, juridique, technique, administratif, social, financier, de toutes les personnes qui vont rentrer dans les parcours de rénovation, et d'avoir évidemment une offre de rénovation qui soit le plus performante et complète possible. Je ne rentre pas dans les détails. Vous pourrez retrouver toutes ces propositions sur le site de Rénovons. Et je vais tout de suite laisser la parole à Sonia Ribeiro du cabinet SIA Partners qui va nous présenter le scénario. Merci Daniel. Donc, bonjour à tous. Oui, donc Sonia Ribeiro du cabinet SIA Partners. Donc, je vais vous présenter le scénario Rénovons dans sa version réactualisée en 2020. Donc, en fait, on va vous présenter les coûts et les bénéfices d'un plan de rénovation énergétique des passoires énergétiques en 10 ans. Alors, première chose, j'imagine que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Alors, donc pour vous donner un premier aperçu, donc le scénario Rénovons dans sa version 2020, c'est quoi? Donc en 6 chiffres. Donc c'est 6,7 millions de passoires énergétiques. Donc les passoires énergétiques, c'est des logements dont l'étiquette énergie est F ou G, donc des logements qui ont une consommation d'énergie supérieure à 330 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. C'est 93 000 emplois, donc équivalent temps plein net créés pendant la période du plan de rénovation, donc sur les 10 ans à 20 ans selon le scénario cible ou BBC. C'est environ 15 millions de tonnes d'équivalent CO2 évitées chaque année grâce à la rénovation des passoires énergétiques, donc dans le scénario BBC. C'est 135 milliards d'euros d'investissement total, donc que ce soit par le public ou par le privé, dont 50% d'origine publique avec le bouquet de subventions qui a été utilisé dans le scénario Rénovons. C'est 700 millions d'euros d'économies annuelles réalisées par le système de soins français. Et enfin, c'est 75 TWh de réduction annuelle de la consommation énergétique en France. Donc, toujours dans le scénario Rénovons, BBC. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, donc on souhaitait déjà, dans un premier temps, bien fixer le décor et donc le périmètre du scénario. Donc, dans le scénario Rénovons, on cherche en fait à rénover uniquement donc, les passoires énergétiques. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les logements qui ont une étiquette énergie F ou G et les passoires énergétiques du parc de résidences privées. Donc, en fait, le parc social est ignoré dans cette étude. De même, les résidences secondaires et les logements vacants ne sont pas adressés. Donc, on s'intéresse vraiment au cœur de la manne qui est le parc privé et les passoires énergétiques. Donc ça, c'est un premier élément du périmètre du scénario. Alors, un deuxième élément du périmètre, donc comme le disait Daniel tout à l'heure, on a voulu, dans ce scénario Rénovons, donner une priorité à la lutte contre la précarité énergétique parce que c'est un thème qu'on retrouve donc dans beaucoup de documents, dans la LTECV, dans le plan de rénovation énergétique du bâtiment. Donc, c'est un thème majeur lié à la rénovation énergétique, qui est d'ailleurs adressé donc, depuis plusieurs années par l'ONPE, qui est l'Observatoire national de la précarité énergétique. Donc, dans le cadre de leurs travaux, ils ont défini donc, plusieurs indicateurs pour essayer de définir ce qu'est la précarité énergétique, donc, de façon un peu donc simple. La précarité énergétique, ça désigne en fait les foyers qui sont dans une situation où ils ne sont pas en mesure de chauffer correctement leur logement, donc parce que leur logement est inadapté ou pour des raisons de revenus, etc. Mais bon, voilà, ça c'est la définition un peu simple, mais à partir de ça, il faut pouvoir quantifier ce que c'est. Et donc pour ça, l'ONPE a travaillé sur différents indicateurs, donc taux d'effort énergétique, l'indicateur bas revenu, dépenses élevées, l'indicateur de froid ressenti. Donc partant de ça, donc nous dans notre étude, on n'a pas pu utiliser directement ces indicateurs de l'ONPE. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin en fait de pouvoir définir la précarité énergétique d'une façon simple dans le cadre de la modélisation, qui nous permette de comptabiliser facilement le nombre de foyers concernés sans être un peu dépendant du biais du ressenti des ménages. Donc la définition qu'on a retenue dans l'étude, donc un ménage qui est en situation de précarité énergétique, c'est un ménage qui vit dans une passoire énergétique et qui appartient aux 3 premiers déciles de revenus par ULSSE, donc selon la définition de l'INSEE, donc les 30% de ménages les plus pauvres par unité de consommation.
Donc voilà, donc ça c'était un deuxième élément important du périmètre. Donc partant de là, donc dans un premier élément qu'on a cherché à étudier dans le scénario Rénovons, c'était de regarder donc, si on continue au rythme actuel voilà, de rénovation énergétique, où est-ce qu'on en sera en 2030, en 2050, etc., aux différents horizons de temps qui ont été fixés, donc à la fois dans la loi de transition énergétique, dans le plan de rénovation énergétique des bâtiments. Donc, on a comparé ici dans ce tableau, on vous le présente, donc les objectifs qu'on retrouve dans la loi de transition énergétique vis-à-vis du rythme actuel en fait, de rénovation. Donc, il y a des enquêtes réalisées régulièrement, notamment par Open, qui nous ont permis en fait, de faire ces chiffrages. Donc, déjà, en termes de rénovation dite lourde ou performante chaque année, voilà, donc c'est pas forcément facile à définir ce qu'est une rénovation lourde ou performante, mais on peut estimer que c'est une rénovation où on fait plus de 2 actions qui sont efficaces d'un point de vue énergétique sur le bâti. Donc, que dit la LTECV? La LTECV donne un objectif de 500 000 rénovations par an. Les Okato Open nous montrent qu'actuellement, on est plutôt sur un rythme de 288 000 rénovations lourdes et efficaces d'un point de vue énergétique par an. En plus de ça, donc, si on regarde en particulier les logements qui sont habités par des ménages en situation de précarité énergétique, donc là, on tombe à seulement 20 000 logements concernés dans le scénario tendanciel. Donc uniquement 20 000 logements habités par des ménages en situation de précarité énergétique sont rénovés chaque année, alors que l'objectif de la transition énergétique, là aussi, c'est 150 000. Donc on voit qu'on est encore pire par rapport au premier objectif. Donc tout ça, en fait, ça nous mène à, si on projette ce rythme à horizon 2025, mais même si on projette au-delà, 2030, 2050, on se rend compte qu'on n'atteint pas du tout les objectifs, donc d'une part d'élimination des passoires en 2025, on est loin du compte, et aussi sur les objectifs de précarité énergétique, on est loin du compte. Donc ça, c'est illustré aussi ici sur ce graphique. Donc voilà, donc comme vous le voyez, donc même en prenant en compte le fait que durant les 10 prochaines années, il y aura aussi des destructions de passoires énergétiques parce qu'il y aura des logements qui, voilà, il ne sera pas possible de les réhabiliter ou il va y avoir des plans de construction neufs qui vont les remplacer. Donc, même en prenant en compte les destructions de passoires énergétiques et le rythme actuel de rénovation énergétique, on n'atteint pas nos objectifs en 2030. Donc ça, en fait, c'est pour voilà, donc planter, en tout cas, faire un état des lieux de la situation actuelle. Donc, partant de ce constat, on a voulu faire l'exercice avec l'initiative Rénovons. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour atteindre en fait, les objectifs fixés par la loi de transition énergétique à horizon 2030 et à horizon 2050? Donc, premier élément de réponse, donc, atteindre ces objectifs, ça passe par une revue du bouquet d'aides publiques à la rénovation énergétique. Donc, dans le scénario Rénovons, on a utilisé un bouquet d'aides financières qui est cohérent avec les préconisations de la feuille de route, comme disait Daniel, que vous retrouverez ensuite sur le site internet. Donc, en quelques mots, c'est quoi ces préconisations? Donc, c'est réduire le nombre de dispositifs d'aide pour plus de lisibilité. Donc là, en l'occurrence, pour les besoins de la modélisation, dans le scénario Rénovons, on s'est limité à 3 aides. Donc la subvention de l'ANA Habiter Mieux, le crédit impôt transition énergétique, donc aujourd'hui ma prime rénov, et l'éco-prêt à taux zéro. Le fait de conditionner la délivrance de ces aides à l'atteinte d'une étiquette énergie cible. Donc là, en l'occurrence, l'étiquette énergie cible, ce sera l'étiquette D dans le scénario cible et voilà, donc le label BBC Rénovation dans le scénario BBC. Le fait de ne pas plafonner les montants et de traiter les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants de la même manière. Donc, grosso modo, je ne vous fais pas le détail, mais en fait, on table sur des financements par l'État de l'ordre de 80% pour les ménages les plus pauvres, donc les ménages des déciles 1 à 3, et une part financée par l'État de 30% pour les ménages les plus riches, donc sur les déciles de revenus au-dessus du 6e. Voilà, donc ça en tout cas c'est en termes d'incitation à utiliser. Donc une fois qu'on sait donc voilà, comment est-ce qu'on peut mieux accompagner, mieux aider, mieux inciter les ménages à entreprendre une rénovation énergétique, il faut aussi se poser la question
du coût de la rénovation énergétique. Donc là aussi, ce n'est pas une tâche forcément très facile parce que voilà, chiffrer une rénovation énergétique, ça peut être assez compliqué parce qu'il y a une grande diversité de bâtiments, il y a une grande diversité d'artisans, de matériaux, etc. Donc c'était déjà une tâche qui n'était pas forcément évidente. En tout cas, on a pu, donc, dans notre scénario, essayer de reconstituer des coûts moyens de passage d'une étiquette énergie à une autre. Et donc, à partir des éléments de l'enquête Phébus, qui a été réalisée par le CGDD, donc c'est l'enquête performance, habitat, équipement et besoins et usage de l'énergie. Donc, on a pu en fait reconstituer des coûts moyens de rénovation par profil de ménage. Donc, un profil, c'est quoi? C'est est-ce que mon ménage vit dans une maison individuelle, dans un logement collectif? Est-ce qu'il a une étiquette énergie F ou G au départ? Quels sont son décile de revenus? Est-ce que c'est un ménage propriétaire occupant? Est-ce que c'est un locataire, du coup, avec un propriétaire bailleur? Donc, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'on a des coûts moyens de rénovation qui oscillent entre 8 000 et 20 000 euros en fonction du logement. Donc voilà, on va avoir des logements qui sont globalement plus petits pour les logements en location. Donc c'est pour ça qu'on a des coûts moyens de rénovation un petit peu moins importants. Voilà, mais en tout cas, ça donne un ordre de grandeur des coûts moyens d'une rénovation énergétique, sachant que là, on prend en compte aussi uniquement les actions de rénovation sur le bâti qui sont efficaces d'un point de vue énergétique. Donc, une fois qu'on a donc donné ces éléments donc structurants pour l'analyse et la construction du scénario Rénovons, donc on va rentrer un petit peu dans le détail des deux scénarios qui ont été construits. Donc, on a un premier scénario qu'on nomme le scénario Rénovons cible. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de sortir les passoires énergétiques de leur état en leur faisant atteindre une étiquette énergie minimum D. Donc voilà, c'est l'objectif minimal pour les sortir de leur état, entre guillemets, de passoire énergétique. Donc on a considéré dans ce scénario un rythme en cloche. C'est un rythme qui est certainement le plus probable, c'est aussi celui qui est utilisé dans la SNBC, il me semble. Donc, qui part de 400 000 rénovations par an en 2020 et qui attend 800 000 en 2025-2026. Voilà, pour permettre de rénover toutes les passoires à horizon 2030. Donc là, comme on disait tout à l'heure, actuellement, le rythme de rénovation, c'est 288 000 rénovations performantes, mais sur tout le parc de logement, pas uniquement sur les passoires énergétiques. Donc, comme vous le voyez, là, passer dès 2020 à un rythme de 400 000 rénovations, c'est déjà ambitieux, c'est déjà un enjeu majeur et ça montre en fait voilà, qu'il faut qu'on se donne les moyens pour atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique. Donc, c'est pas rien. Voilà, donc ça, c'est en termes de rythme de rénovation. Donc, tout l'objectif de ce scénario, donc, c'est de croiser donc, différentes sources de données, différents éléments pour construire un modèle économique en fait, qui nous a permis d'estimer, donc de réaliser un bilan social et un bilan économique d'un tel plan de rénovation sur 10 ans. Donc, les premiers éléments en termes de bilan social qu'on peut donner, donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, donc l'intérêt d'un tel scénario, donc c'est de permettre en fait au logement du parc résidentiel de consommer moins d'énergie. Donc moins d'énergie consommée, ça veut aussi dire moins d'émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à la consommation d'énergie. Donc on a estimé à environ 5 millions de tonnes d'équivalent CO2 les émissions de GES qu'on pourrait éviter annuellement. Et voilà, il y a également un certain nombre d'émissions de polluants qui pourraient être évitées également. Donc, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, ça représente environ 5 à 20% en fonction de la catégorie des émissions qu'on observe actuellement annuellement dans les secteurs résidentiels et tertiaires réunis. Donc ça, c'est en termes d'émissions de GES et en termes d'émissions de polluants. En termes d'emplois générés, donc on a estimé environ 93 000 emplois équivalents temps plein qui seraient générés pendant la période du plan de rénovation. Donc voilà, ça a été obtenu à partir notamment des contenus en emploi dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de la rénovation, dans le secteur de la fabrication de matériaux, de rénovation énergétique. Donc ça, c'est pendant la durée du plan de 10 ans. Mais au-delà du plan, on estime aussi qu'il y aurait une activité donc rémanente, entre guillemets, qui serait aussi créée, qui resterait à plus long terme
Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce aux économies d'énergie qui seraient réalisées par les ménages, donc aux économies sur la facture énergétique, il y aurait en fait un pouvoir d'achat qui serait libéré et qui serait réinvesti en partie dans l'économie. Et donc, on estime environ à 18 000 emplois de long terme qui continueraient au-delà du plan de rénovation. Donc, en termes de coûts de santé, je vais y revenir plus en détail dans la suite, mais on a environ 700 millions d'euros et une baisse de la facture gazière et pétrolière annuelle de 763 millions d'euros. Alors maintenant, en termes de bilan économique sur la période 2020-2060, donc il faut savoir que c'est un investissement de long terme. Donc on a estimé que la durée de vie en fait, d'une rénovation énergétique serait de 30 ans environ. Et donc, voilà, donc il y aurait des investissements au départ pour l'État, mais on aurait aussi plusieurs bénéfices pour l'État, donc notamment grâce à la création d'activités, la création d'emplois, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est quoi? C'est des indemnisations chômage évitées, donc c'est des coûts de santé évités aussi, comme on le disait, et c'est aussi des recettes fiscales pour l'État. Donc des recettes fiscales liées aussi à la hausse de l'activité pendant le plan de rénovation et à plus long terme. Donc sur voilà, une hausse des impôts sur les revenus et les sociétés, des charges, des taxes sur la consommation, etc. Donc sachant qu'ici, tous les chiffres qu'on vous présente sont bien nets, donc en prenant en compte l'activité qui pourrait disparaître et l'activité qui pourrait apparaître. Donc grosso modo, le plan de rénovation est rentable pour l'État. Donc pour chaque euro investi, on estime qu'à long terme, il récupérera 1,10 €. Donc ça reste quand même un investissement de long terme. Le délai de récupération est situé entre 20 et 30 ans. En tout cas, à long terme, le plan est, l'État le plan est rentable pour l'État. Donc ça, c'est pour le scénario Rénovons cible, donc comme je vous disais, qui permet d'atteindre une étiquette énergie D. Si on passe maintenant au scénario BBC, donc ça, c'est une nouveauté par rapport à la précédente version du scénario. Donc on a complété dans cette réactualisation 2020 avec donc un deuxième scénario dans lequel on propose de rénover toutes les passoires énergétiques au niveau bâtiment basse consommation rénovation à horizon 2040. Donc là, dans le rythme de rénovation, donc on a considéré, c'était un choix de notre part, qui est voilà, pas forcément celui qui sera conseillé aux ménages, mais en tout cas, c'était aussi pour des questions de facilité de modélisation. On a considéré de modéliser ce scénario en 2 étapes. Donc la première étape qui correspond au scénario cible, qui nous permet d'atteindre une étiquette énergie D, et une deuxième étape qui nous permet donc de partir de l'étiquette énergie D pour atteindre la norme BBC. Donc là aussi, on est sur un rythme en cloche, donc plus sur 10 ans, mais sur 20 ans. On part aussi de 400 000 rénovations en 2020 pour atteindre un palier à 800 000. Alors, donc, concernant donc, le bilan social de ce scénario BBC. Donc, en termes d'émissions, donc là, on est plutôt sur de l'ordre de 15 millions de tonnes d'équivalent CO2 évitées et aussi donc, des émissions de polluants évitées. Donc là, pour vous donner un ordre de grandeur par rapport aux émissions actuelles des secteurs résidentiels et tertiaires, on est autour de 15%, une diminution annuelle de 15%. Sur les emplois générés pendant le plan de rénovation énergétique, donc comme le rythme maximum du plan de rénovation, c'est le même que dans le scénario cible, on est aussi sur 93 000 emplois équivalents temps plein créés pendant la période du temps de rénovation. Et sur les emplois de long terme, on serait autour de 34 000. Donc sur les impacts économiques de ce scénario Rénovons BBC, donc là aussi, on serait donc rentable pour l'État avec un délai de récupération un petit peu supérieur, donc au-delà de 25 ans, et on est sur 1,13 € récupéré pour chaque euro investi par l'État. Voilà, donc pour les impacts économiques. Et enfin, donc, un dernier élément donc, dans cette période de Covid-19 sur lesquels on voulait aussi insister. Donc, c'était l'impact en fait, sur les coûts de santé, donc les impacts sanitaires liés au scénario Rénovons. Donc, il faut savoir en fait que donc, le mal logement, la précarité énergétique va être corrélé à la prévalence de certaines maladies, donc respiratoires, mais aussi d'autres maladies chez les ménages qui y habitent. Donc, on a notamment une étude commanditée par la Fondation Abbé Pierre qui avait été faite il y a quelques années, qui estimait la prévalence d'un certain nombre de maladies,
donc rhume, angine, bronchite, asthme, grippe, etc. Donc cette prévalence de maladies entre des ménages qui sont en situation de pauvreté mais qui habitent dans un logement aux normes, bien chauffé, etc. et entre un ménage qui est aussi en situation de pauvreté mais de précarité énergétique également, donc qui est mal logé. Donc on avait ces éléments, donc on a pu en fait à partir de cela estimer en fait une fraction de maladies chaque année attribuables à la précarité énergétique. Et donc ça nous a permis d'estimer qu'on pourrait économiser donc en moyenne 700 millions d'euros par an en éliminant la précarité énergétique. Donc sur ce chiffre, il faut savoir qu'il y a d'autres études qui ont été faites sur ces dernières années pour évaluer les coûts de santé attribués à la précarité énergétique. Donc on peut citer notamment une étude d'Eurofound qui avait chiffré ça à 900 millions d'euros pour la France. Il y a également une étude de l'université de Warwick et d'EDF qui l'avait chiffré entre 600 et 800 millions d'euros, il me semble. Donc on voit qu'au final, on est dans les bonnes eaux et que les différentes études qui sont réalisées convergent un peu sur cet ordre de grandeur pour les coûts de santé évitables grâce à l'élimination de la précarité énergétique. Alors donc enfin, pour conclure par rapport à tous les éléments qu'on vient de vous présenter, donc le scénario Rénovons, il permettrait quoi? Donc il permettrait d'une part de dynamiser le secteur de la rénovation avec de la création d'emplois pour les 20 prochaines années dans le cas du scénario BBC et avec même des emplois au-delà. Il permettrait une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 15% pour le bâti résidentiel et tertiaire dans la trajectoire BBC. Il permettrait donc d'améliorer la qualité de vie des Français, donc en particulier pour les ménages les plus précaires, et également donc, de générer des revenus et économies, donc à la fois pour les ménages et pour l'État à plus long terme. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc, je redonne la parole à Daniel. Merci beaucoup Sonia Ribeiro de nous avoir présenté ce scénario. Avant de donner la parole aux intervenants, je voulais juste préciser, notamment aux journalistes qui sont présents, d'utiliser ou aux autres d'utiliser le chat pour poser vos questions et je me chargerai de les relire ou je vous donnerai directement la parole si vous le demandez en précisant pour qui vous posez la question. Donc, sans transition, je vais laisser la parole à Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre pour qu'il nous redise en quoi c'est important pour la Fondation Abbé Pierre et comment il souhaite réagir par rapport à cette présentation du scénario. Oui, alors est-ce que vous m'entendez bien? J'ai une connexion parfois un peu instable. Voilà. En quelques mots, à la Fondation Abbé Pierre, on est évidemment très, très attentif à ce sujet-là parce que la précarité émergente depuis quelques années de mal logement qui était moins bien identifiée, peut-être toujours aussi présente il y a plusieurs décennies, mais qui maintenant monte en visibilité, en tout cas, avec des effets sur la santé et sur le confort de vie et sur le pouvoir d'achat des ménages très important. Je voudrais revenir sur un point par rapport à notre plaidoyer au sein de l'initiative Rénovons, un point qui est historique pour nous dès la création de cette initiative, c'est l'obligation de rénover les passoires énergétiques. Parce qu'on voit qu'il y a un modèle économique qui est possible à la fois pour les ménages, pour l'État, pour la sécurité sociale, mais on a un problème parfois pour faire passer le pas aux acteurs, et notamment parmi tous les secteurs immobiliers qui sont concernés, on voit que le secteur HLM, de manière insuffisante, mais a quand même enclenché la marche de la rénovation énergétique. On voit que pour les propriétaires occupants, notamment de maisons individuelles, les outils existants sont pas toujours adaptés, mais en tout cas existent et sont assez simples à mobiliser. En revanche, le secteur où il y a un gros déficit, c'est le secteur locatif privé, pour une raison tout à fait rationnelle, hein, c'est que les bailleurs privés n'ont pas d'intérêt financier à faire la rénovation énergétique, puisque ce ne sont pas eux qui vont profiter des économies d'énergie et du gain de confort, mais ce sont les bailleurs privés qui ont le pouvoir de décision de lancer une rénovation énergétique et pas leurs locataires. Donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup battu
sur cette question-là. On pensait plusieurs fois avoir gagné, notamment avec la loi de transition énergétique de 2015, qui prévoyait cette obligation de rénover, mais qui a été, entre guillemets, trahie par un décret quelques années plus tard qui ne mettait pas vraiment en application cette obligation de rénover sous peine de ne pas pouvoir louer son logement. Donc cette bataille, qui est une bataille aussi très politique, hein, très idéologique, s'est rejouée très régulièrement. C'était un engagement présidentiel de la part d'Emmanuel Macron de dire qu'il fallait obliger les bailleurs privés à rénover leur passoire énergétique. Et puis, il y a eu une forme de dénouement insatisfaisant, on va dire, avec la loi énergie-climat en 2019, il y a quelques mois, qui s'est conclu par un compromis, alors qu'au départ, il n'y avait rien de prévu sur ce sujet-là dans le projet de loi initial. Le compromis, pour nous, il est insuffisant, mais c'est quand même un pas en avant. C'est-à-dire qu'il y a pour 2023 quelque chose qui est prévu en termes d'interdiction de mise en location des pires passoires énergétiques, mais le niveau qui est défini pour l'instant n'est pas connu, même si ce qui a été annoncé dans l'hémicycle par le gouvernement, ce serait non pas le niveau de la définition de la passoire énergétique telle qu'on l'entend et telle que ça a été pris en compte dans l'étude qui vient de vous être présentée, qui est le niveau F et G, 330 kWh par mètre carré et par an d'énergie primaire. Ce serait plutôt 700 kWh par mètre carré et par an en énergie finale. Et donc, ça ne concernerait pas pour 2023 l'obligation de rénover les 7 millions de passoires énergétiques, mais entre 200 000 et 400 000 logements. Donc, on est sur un ordre de grandeur à peu près de 5% des passoires énergétiques qui seraient concernés par cette obligation de rénover telle que c'est envisagé par le gouvernement. Donc, le décret n'est pas encore pris, il fera l'objet encore de discussions. Donc ça, c'est évidemment très, très insatisfaisant. La perspective qui est donnée dans ce projet de loi de 2019, c'est d'avoir une obligation de rénover pour les passoires énergétiques en général à partir de 2028. Donc ça, c'est très lointain. C'est très lointain. Et puis, on n'a pas de sanctions qui seraient connues en cas de non-respect de l'obligation de rénover. Obligation de rénover en 2026, hein, j'ai dit 2028. Donc là aussi, c'est une obligation de faire quelque chose quand on ne connaît pas la sanction qui sera définie. Ce n'est pas une obligation qui va beaucoup inciter les acteurs à la respecter. Pourquoi il n'y avait pas de consensus autour de la sanction en cas de non-respect de l'obligation de rénover? Parce que le gouvernement a estimé qu'il n'y avait pas de consensus dans la société. Et c'est pour ça qu'il a donné, entre autres, comme mission à la Convention citoyenne pour le climat, le soin de réfléchir à ce qui serait jugé légitime, proportionné, mesuré par des citoyens tirés au sort pour savoir ce qui serait une bonne sanction en cas de non-respect de l'obligation de rénover. Et ce qui est intéressant, c'est que cette convention citoyenne a beaucoup travaillé sur le sujet, a beaucoup écouté, notamment des membres de l'initiative Rénovons, mais pas simplement, aussi des représentants des bailleurs, du monde du bâtiment, etc. Et ils ont abouti, en tout cas dans leurs propositions qui ont fuité, à un compromis qui n'est pas très loin de ce qu'on propose depuis des années, c'est-à-dire une véritable obligation de rénover sous peine de ne pas pouvoir remettre en location sa passoire énergétique, qui soit échelonnée dans le temps, donc en fonction du niveau de performance énergétique des passoires en question, avec une obligation qui pèserait davantage plutôt sur les remises en location, donc au moment où le logement est vide, et puis quelques années plus tard sur les logements, même quand ils sont occupés. Et donc, on espère que ce bon sens, parce que ce n'est pas simplement une revendication de la part de tous les membres de l'initiative Rénovons, qui représente déjà beaucoup de membres d'associations, d'entreprises, de syndicats, etc., mais qui a été repris par énormément d'acteurs du secteur depuis des années. Je pense notamment au plan bâtiment durable, avec un rapport qui date d'il y a seulement quelques mois entre Solia et l'UNPI, c'est-à-dire les bailleurs privés, qui aboutissait également à une demande d'avoir une obligation de rénover sous peine de ne pas pouvoir remettre en location sa passoire énergétique. Donc ça fera partie des éléments qu'on va encore continuer à porter, et d'autant plus dans le moment de la sortie de crise et de dévoilement des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Merci Manuel Demergue, dont je rappelle qu'il était directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Je vais donner tout de suite la parole à Audrey Zermati, qui est directrice de la stratégie du groupe EFI. Et on avait tout de suite aussi une question de Aline Brachet,
qui disait qu'elle ne voyait pas les C2E dans la liste des outils supportés par l'État. Alors évidemment, ça fait partie ça fait partie des financements et alors c'est pas directement supporté par l'État, mais c'est piloté par l'État. Et évidemment, ça a un rôle dans le complément de financement ou le financement des rénovations énergétiques. Audrey Zermati, je te laisse la parole si tu veux bien la prendre. Très bien, merci beaucoup Daniel. J'espère que vous m'entendez bien. Je voulais d'abord présenter en quelques mots EFI pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc EFI, on est une société privée qui existe depuis un peu plus de 12 ans maintenant. Et on accompagne les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique. De bout en bout, pour reprendre ton expression, Daniel. Donc on a accompagné l'année dernière un peu plus de 120 000 ménages. Et donc cet accompagnement, il se fait à partir de l'identification du projet de rénovation énergétique jusqu'à sa réalisation, en passant par la recherche d'un artisan qualifié, sélectionné et évidemment la mobilisation des aides publiques comme la prime Rénov', mais aussi entre guillemets privées comme les certificats d'économie d'énergie. Puisque aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'intentionnistes. Nous, on a une véritable tour d'observation à travers nos sites internet, puisqu'on a à peu près 5 millions de visiteurs par an sur ces sites. Et donc, on a une véritable tour d'observation pour dire qu'il y a de l'envie, il y a de l'intention. Les particuliers sont intéressés par le sujet. Pour autant, on en perd beaucoup en route. Ils ne vont pas jusqu'au bout de leur projet. Et donc, il y a un vrai parcours d'accompagnement à traverser. Et donc, moi, ce que je voulais, c'est un petit peu revenir à la fois sur le contexte actuel. Manuel est revenu un petit peu sur un contexte politique. Je vais y revenir aussi, mais revenir sur ce contexte, dire un peu ce qui a avancé depuis un an, en tout cas ce que nous, on voit qui a avancé depuis un an, mais aussi de parler un peu du momentum actuel sur la rénovation énergétique avec cette crise que nous vivons tous en ce moment. Donc, d'abord, un rappel du contexte. Ce qu'on voit, nous, très clairement depuis un an, c'est quand même que le secteur, je vais essayer d'être un peu optimiste, c'est que le secteur a connu une véritable dynamique. Alors, on le voit, comme je le disais, à travers la fréquentation des sites, mais aussi à travers les requêtes Google qui ont augmenté de 30% entre 2018 et 2019 sur les requêtes relatives à la rénovation énergétique et aux travaux de rénovation énergétique. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on le voit aussi à travers l'explosion de certains travaux. Alors, c'est des travaux peut-être pas qui vont aller jusqu'à la logique de performance quand on les fait de manière isolée, mais ça reste des travaux de rénovation énergétique et je vous évoquerai plus tard, nous, notre démarche. Mais le fait de faire des isolations de ces combles perdus, de ces planchers, on est à peu près à 100 000 par mois en fin d'année 2019 et le changement de ces chaudières, et notamment de ces chaudières fuel pour des chaudières ENR, on est à peu près à 20 000 par mois en fin 2019, est une véritable une véritable explosion de la rénovation énergétique qu'il faut quand même saluer. Et puis, la dynamique, on le voit aussi sur le plan politique. Alors, tu l'as rappelé Daniel, le plan de rénovation qui a été publié par le gouvernement, mais aussi évidemment la loi énergie-climat l'année dernière avec les phases incitation, obligation et sanctions avec tous les manques et les insuffisances qu'a rappelé Manuel sur la catégorie, notamment incertitude sur les sanctions et sur le niveau d'obligation et sur les propriétaires bailleurs et sur la location. Mais c'est vrai qu'entre la loi énergie-climat et la Convention citoyenne pour le climat qui a fait de la rénovation énergétique la première de ses priorités en sortie de crise, on est aujourd'hui vraiment dans un sujet qui non seulement intéresse les classes politiques, intéresse les citoyens. Et donc, on est vraiment dans une période où on est une période charnière, en fait, pour relancer d'autant plus cette dynamique, parce qu'aujourd'hui, et plus que jamais dans cette période de crise, la crise appelle à l'ambition dans le secteur de la rénovation énergétique. Et cette ambition, elle doit être matérialisée en faisant de la rénovation énergétique, et nous, on y croit très fort, le sujet prioritaire de la relance économique française. Parce que comme l'a rappelé Sonia dans l'étude Rénovons, la rénovation énergétique sert à la fois les intérêts du pays, des ménages français et de la planète. Est-ce que vous connaissez un autre secteur économique qui sert ces intérêts-là, qui sert les intérêts du pays
pour créer des emplois locaux et non délocalisables. Et Dieu sait si en ce moment, le sujet de la souveraineté locale, de la non-dépendance à l'économie globale est un sujet important. Ça permet également pour le pays de réduire les importations. Vous avez vu les chiffres que vous a présenté Sonia. Ça permet pour les ménages français, évidemment, d'améliorer le pouvoir d'achat avec des baisses de factures. Enfin, nous, on a des exemples tous les jours. Les changements de chaudière, le changement d'une chaudière fuel, pour vous donner quelques exemples, par une pompe à chaleur, on est à peu près à 60% d'économie de facture d'énergie et de chauffage. Donc, c'est un véritable gain pour le pouvoir d'achat des ménages. Et puis, bien sûr, le confort du logement, qui là aussi a été perçu de manière assez intime pendant ces quelques semaines de confinement. Et puis, les impacts sur la santé des ménages. Et évidemment, pour la planète, la lutte contre le changement climatique que permet la rénovation énergétique. Donc, évidemment, c'est un appel, ce qu'on fait avec Rénovons, c'est un appel à une ambition forte, mais c'est clairement une ambition qui est rentable à tout point de vue. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui réellement, avec ce momentum, deux axes qui nous paraissent essentiels dans les politiques publiques. C'est vraiment un appel aux politiques publiques dans ce momentum, qui est de maintenir et d'accélérer les réformes qui sont lancées avant la crise. Parce qu'on pourrait avoir la tentation de se dire, il y a eu la crise, on est quand même dans une période d'incertitude, on va mettre tout ça en mode pause et puis on va reprendre après la crise en année 2021. Ce serait effectivement peut-être une tentation auquel il ne faut absolument pas céder parce qu'au contraire, c'est vraiment le moment d'accélérer ces réformes si on veut, encore une fois, que la rénovation énergétique soit le sujet prioritaire de la relance de l'économie. Donc, c'est la mobilisation du secteur immobilier. Manuel en a un peu parlé, mais déjà de maintenir les réformes qui ont été lancées, et notamment, je pense à la réforme du DPE. Vous savez que dans la loi Elan, le DPE était prévu pour être opposable en 2021. Pour être opposable, il faut qu'il soit fiabilisé. Donc, on attend des textes et il me paraît extrêmement dangereux de reporter ces textes pour pouvoir avoir une sortie post-2021. Le deuxième axe, c'est l'axe de confiance qui est essentiel et auquel on tient beaucoup chez EFI, avec le renforcement du RGE et puis l'interdiction du démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique, mais également de conditionner toutes les aides à la qualité et donc à la performance des actions qui sont menées. Et puis la simplification des aides, tu l'as rappelé Daniel, comme la transformation du CITE en prime qui est prévue pour 2021. Et puis il y a les nouveaux chantiers. Je vois Daniel qui a l'air de vouloir que j'accélère et donc je vais accélérer, mais je pense que c'est important. Donc, même terminé pour ceux qui passent après. Donc, quelques nouveaux chantiers. Le premier chantier, on pense qu'il faut absolument aider les banques de détail à être beaucoup plus inventives dans leur logique de financement pour la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on a un vrai sujet. Manuel, tu as parlé de l'éco-PTZ. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur tout ce qui est prêt avec des logiques de pay as you save qui aujourd'hui ne sont absolument pas les logiques bancaires. On a un vrai sujet sur l'incitation des propriétaires bailleurs, ça tu l'as évoqué Manuel, et puis on a un sujet au-delà de la simplification des aides, au renforcement de l'articulation des aides pour réduire les restes à charge pour les plus modestes dans le temps et pour la performance. Et donc je finirais peut-être par dire qu'en 1929, on a eu le New Deal et on a eu les grands travaux dans le cadre de ce New Deal. Je pense qu'en 2020, on a un vrai sujet sur les grands travaux de la rénovation énergétique pour pouvoir vraiment intégrer ce sujet comme une des priorités de la relance de l'économie française. Merci beaucoup Audrey et je suis désolé pour les autres, je vais vous faire le rappel qu'effectivement il faut essayer de tenir au maximum 5 minutes parce que on voudrait garder de la place pour des questions des participants et notamment des journalistes qui sont présents. Donc immédiatement, je donne la parole à Jean-Baptiste Lebrun, le directeur du CLER, Réseau pour la transition énergétique. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Donc, le CLER, Réseau pour la transition énergétique, est une association agréée pour la protection de l'environnement qui regroupe à peu près 300 structures professionnelles partout en France qui agissent à titre professionnel dans le déploiement et la mise en œuvre d'une transition énergétique ambitieuse avec un volet territorial important. Et donc, notre réseau participe évidemment depuis une trentaine d'années à la mise en œuvre du
du chantier de la rénovation énergétique et on essaye tous les jours d'accélérer ces travaux-là et cette ambition. Je vais insister pour ma part sur des dispositifs ou des besoins complémentaires aux scénarios et aux aspects chiffrés qui ont été évoqués précédemment, notamment sur la question de l'accompagnement des ménages à la rénovation énergétique. Ce qu'on constate, c'est que s'engager dans un projet de rénovation énergétique, a fortiori ambitieux, ce n'est pas toujours facile, et notamment pour les ménages qui sont déjà dans des situations de vulnérabilité économique, sociale ou autres, et que pour réussir à s'engager et engager ces ménages dans ces travaux-là, eh bien, il est nécessaire de pouvoir proposer un accompagnement technique, juridique, parfois social, également de lecture des différentes aides et d'accompagnement au montage des dossiers pour pouvoir bénéficier des différents outils et autres politiques publiques existantes. Donc cet accompagnement, il est nécessaire avant, pendant et après les travaux. Tous les retours terrain et toutes les enquêtes montrent l'importance de cet accompagnement de qualité. Sans accompagnement, c'est très compliqué. Alors, on avait les dynamiques montrées notamment par l'enquête Trémi, qui montrait que seulement 5% des travaux s'engageaient dans des chantiers qui permettaient de gagner 2 classes énergétiques et que seulement 15% des ménages étaient accompagnés avant de faire un choix. Donc, on voit bien la corrélation entre les deux et le fait que pour les statistiques globales pour le pays, renforcer l'accompagnement, c'est nécessaire pour se mettre sur la bonne trajectoire. Et c'est également nécessaire du point de vue des ménages. On a sur 10 ans notamment d'expérience d'accompagnement par les espaces info-énergie ou les opérateurs ANA par exemple, des taux de satisfaction qui sont très importants sur 10 ans, 90 à 95% des ménages qui ont été accompagnés par ces réseaux en sont satisfaits et plus de 2/3 des ménages qui ont engagé des travaux lourds estiment que l'accompagnement par un conseil info-énergie par exemple a contribué au passage à l'acte. Donc on a des taux de satisfaction nécessaires, des taux de satisfaction très importants, on voit bien que c'est utile. Et il y a d'autres exemples plus concrets que je pourrais éventuellement développer, y compris pour les ménages très précaires, par exemple les travaux du réseau Ecohabitat en Hauts-de-France. Et donc, l'initiative Rénovons, dans cette feuille de route mise à jour aujourd'hui, souhaite réinsister sur l'importance de la mise en place de mesures d'accompagnement performantes et bien dimensionnées, avec un véritable guichet unique. C'est d'ailleurs aussi dans les propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont fuité récemment, qui couvrent l'ensemble du territoire national avec des implantations locales pour sensibiliser, mobiliser l'ensemble des acteurs locaux, les collectivités locales, les différents professionnels, conseils, architectes, etc., mais aussi les artisans qui réalisent les travaux autour de cette ambition qui doit être commune d'accélérer la rénovation énergétique. Ce conseil et cet accompagnement, pour être efficace, on considère qu'il doit être encadré et défini par des objectifs clairs, notamment de neutralité et d'indépendance par rapport à des choix techniques qui pourraient parfois ne pas être les plus adaptés à la situation de chaque ménage. Donc, il est important que le conseil puisse être un tiers de confiance. Et je reprends aussi ce mot important cité par Audrey Zermati. Il est très important de donner confiance aux ménages pour s'engager dans ce type de travaux. Et effectivement que cette définition et ce cadre permettent d'avoir une information homogène, quel que soit le territoire, complète sur l'ensemble des dispositifs d'aide, sur l'ensemble des solutions techniques qui permettent aux ménages de faire les choix dans de bonnes conditions pour s'engager vers les travaux les plus performants et les plus utiles pour eux. Et je termine par le fait que, évidemment, l'implication des collectivités locales dans cet accompagnement de proximité est absolument nécessaire et qu'on attend de l'État une clarification des compétences et des moyens associés à chaque échelon de collectivité locale. Ça fait partie des mesures demandées dans la feuille de route Rénovons. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et immédiatement, pour ne pas prendre de retard, je vais passer la parole à Anne Bringot du réseau Action Climat, qui est responsable de la coordination des ONG pour les activités sur la transition énergétique.
Bonjour à tous. Très rapidement, donc, on voit bien la rénovation énergétique des passoires énergétiques, c'est un sujet qui est dans le débat depuis plusieurs années. On sait que c'est positif pour l'environnement, on sait que c'est positif pour la santé des ménages qui habitent dans ces passoires énergétiques, on sait que c'est positif pour l'économie, pour les emplois, pour l'indépendance énergétique de la France. Et pour autant, ça ne décolle pas comme ça devrait décoller. Et donc, qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit avoir en tête? On doit avoir en tête que finalement, on a maintenant 150 citoyens qui se sont réunis dans la Convention citoyenne pour le climat et qui, ensemble, ont réfléchi à des solutions, qui arrivent à des solutions qui sont proches finalement de celles qu'on soutient et des solutions qui s'appuient sur deux volets. D'une part, une obligation de rénovation, et c'est là où souvent ça coince, et on nous dit non, une obligation, ça ne va pas passer, les gens ne sont pas prêts, ils ne souhaitent pas avoir des mesures réglementaires. En fait, non. Quand on pose la question à 150 Français qui sont représentatifs de la population nationale, différents territoires, différents métiers, différentes classes d'âge, etc., eh bien, ils arrivent à la même conclusion. Il faut une obligation de rénovation des logements. Et le deuxième aspect, c'est qu'il faut que cette obligation amène à une rénovation globale et performante. C'est vraiment les deux axes prioritaires qu'il faut avoir en tête. Et si on ne va pas dans cette direction, on continuera malheureusement sur des constats d'échec et on se retrouvera dans quelques années avec les mêmes présentations et des chiffres qui auront un peu évolué, mais finalement on ne sera pas satisfait et on n'aura pas tous les bienfaits que pourra apporter cette rénovation. Alors une obligation certes, mais avec des conditions, et c'est bien là aussi où la Convention citoyenne apporte son éclairage dans ces propositions qui sont pour l'instant provisoires, donc qui seront confirmées, on l'espère, le 21 juin. 3 conditions. Un accompagnement, évidemment, des ménages. Jean-Baptiste Lebrun en a parlé. Il faut un accompagnement de proximité pour savoir quels travaux réaliser, quels sont les moyens financiers dont on peut bénéficier, quels sont les professionnels auxquels on peut s'adresser. Donc, c'est vraiment important d'avoir des moyens sur cet accompagnement. Le deuxième levier, ce sont évidemment des financements adaptés et progressifs, en particulier pour les ménages précaires. Et le troisième levier, c'est une formation pour les professionnels et une formation aussi pour travailler entre professionnels de professions différentes, puisqu'un chantier de rénovation globale, ce sont des métiers différents qui doivent travailler ensemble. Et donc, c'est aussi une manière de travailler qui est un petit peu différente. Donc, on voit maintenant qu'on a ces propositions qui sont sur la table. Elles sont confirmées probablement le 21 juin. On voit qu'il y a des bénéfices vraiment importants pour cette rénovation des passoires. C'est un sujet qui doit absolument faire partie d'un éventuel plan de relance, plan de sortie de crise. Pour nous, voilà, on attend vraiment une réponse sur ce sujet et qui aille dans le sens de vraiment changer complètement de braquet sur ce sujet et entrer vraiment dans des processus d'obligation. Un exemple, par exemple, la Convention citoyenne propose que pour les maisons individuelles, dès 2024, en cas de cession de cette maison, de transmission, eh bien, il y a une obligation de rénovation. Ça, c'est une mesure concrète et on attend que ce type de mesure soit reprise. Merci beaucoup Anne d'avoir respecté le timing, c'est formidable. Je te remercie énormément et je demanderai la même chose aux intervenants suivants, à commencer par Eric Malverne, qui est le coordinateur réhabilitation de la fédération Solia. Effectivement, nous, on est un mot sur le réseau Solia, un mouvement associatif qui emploie 2700 salariés présents sur le territoire français et en Outre-mer et qui, l'année dernière, en matière de rénovation énergétique, a fait 34 000 interventions auprès notamment des personnes les plus modestes en termes de conditions de ressources. Donc, pour nous, sur la question plus particulièrement du financement des projets de ces personnes-là, il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent être améliorées. Et la première, c'est finalement l'articulation de ces différentes aides. Manuel disait que c'était simple, oui, mais si on ne prend qu'une seule aide. Dès lors qu'on veut avoir un projet ambitieux, il faut très souvent les mutualiser, ces aides, et là, ça devient très compliqué. On rentre dans une logique difficile pour le particulier à comprendre, et c'est vrai qu'on a encore des aides qui ont un peu de mal à s'articuler. Je prendrai un exemple, celle d'Action Logement, qui sont des aides récentes, qui ont été lancées en 2019, et celle de l'ANA. Voilà.
Après, l'autre point qui paraît important de mettre en avant, c'est le fait que l'ensemble de ces aides-là, au niveau national, peuvent avoir un levier un peu, on l'a évoqué sur la question des collectivités locales, contraire aux attentes, parce que finalement, pléthore d'aides, du coup, est-ce que les collectivités sont intéressées à poursuivre leur effort en termes d'intervention financière auprès des ménages? Et donc, il est important qu'on travaille bien à cette nouvelle articulation aide nationale, aide locale, de telle manière à ce que finalement, tous les acteurs qui ont un positionnement à avoir, qui ont une légitimité à intervenir, le fassent sur le plan financier. Et qu'on n'arrive pas finalement à un désinvestissement de certains de ces acteurs-là. Ça, c'est le deuxième point qui nous paraissait très important. L'autre point important sur lequel il faut évidemment éviter les effets d'aubaine qu'on a connus ces derniers temps et qui ont pu amener certains propriétaires à faire confiance à des personnes qui étaient peu scrupuleuses et qui finalement, en faisant de mauvais travaux, des mauvaises solutions, vont renchérir les coûts d'intervention et donc mettre en difficulté financière ces personnes et parfois de conditions modestes. Donc, par rapport à ça, il est vrai qu'il faut qu'on arrive à avoir des garanties. Et la meilleure garantie pour ces ménages, c'est effectivement un accompagnement de qualité tel que ça a été évoqué déjà par plusieurs de nos collègues. Et cet accompagnement de qualité ne peut passer que par une visite à domicile où on est vraiment sur la logique de connaissance de la situation des personnes et du bâti pour proposer le projet le plus optimum. Après, on en finira là, ça a été évoqué, cette difficulté du financement des propriétaires, enfin, du parc locatif privé. On le voit bien, tous les ans, l'ANA a un objectif de 4 à 5 000 rénovations énergétiques auprès des propriétaires bailleurs. C'est évidemment pas à la hauteur des enjeux et c'est évidemment un axe sur lequel il faut vraiment qu'il y ait un levier fort pour que on ait ces bailleurs qui finalement s'y mettent eux aussi et qu'on n'ait pas que les propriétaires occupants dans la boucle. Enfin, on espère que depuis 3 mois, on est en difficulté avec effectivement le Covid-19. On espère que la relance qui va être d'ici quelques temps et qui va partir à partir du mois de mai, va permettre de rattraper ce retard et faire en sorte que l'ensemble de ces aides financières dont on a parlé soient bien mobilisées et qu'on ait en 2021 une reconduction de l'ensemble de ces moyens financiers pour ces ménages. Voilà ce que je voulais dire d'une manière très simple sur ce volet des aides financières. Merci beaucoup, Eric. Je laisse maintenant la parole à Gilles Vermaux-Desroches, qui est directeur du développement durable chez Schneider Electric et également délégué général de la Fondation Schneider Electric qui nous accompagne depuis le début. Ouais, attendez, alors est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Voilà. Merci, merci beaucoup, Daniel. Moi, je ne veux pas être très long après tout ce que l'on vient de dire. Moi, il me semble que le point important, je dirais pourquoi Schneider Electric participe à ce collectif de très nombreux acteurs associatifs engagés ayant une vue un peu précise du sujet. Moi, ce qui me paraît hyper important, c'est la dimension d'impact. Les uns et les autres, avec les mots qui leur sont propres, ont bien montré comment cette démarche avait probablement un impact sociétal, social, économique de premier plan, de telle sorte qu'il ne faut pas le mettre sous le boisseau ou parce que tout le monde est d'accord, passer à autre chose et légiférer sur d'autres sujets. Donc, il me semble que la notion d'impact, on a pu mesurer dans le passé le périmètre que représentait la question de la précarité énergétique. Dans celle-ci, ce qu'il convenait de faire pour réduire et supprimer les passoires énergétiques et puis mettre en œuvre des solutions innovantes et utiles, à la fois pour les familles, et c'est le premier point, deuxièmement pour le pays dans cette période de rebond, et aussi économiquement pour créer de l'emploi et n'être que du côté de la solution. Le deuxième point, c'est que cette discussion qu'on a aujourd'hui et les chiffres qui sont sur la table le sont dans le cadre, ou plutôt
on l'espère, après ou en fin d'une crise Covid dont aucun d'entre nous n'avions une quelconque idée de sa magnitude il y a 2 mois. Il y a 2 mois, il n'y a pas 2 ans. Et la question qu'on a devant nous est qu'est-ce qui est différent entre janvier et aujourd'hui sur la conférence que l'on fait à présent. Moi, il me semble qu'il y a 2 points qui sont très différents. On l'a compris, une nécessité de relance, et probablement que dans cette nécessité de relance, une logique de courage qui fonctionne vers l'avenir pour lancer spécifiquement ce qui construit de l'avenir, dans la nécessité de tenir les enjeux que l'on fixe au niveau global sur le climat, la biodiversité, le développement, l'inclusion, suivant dans quel pays du monde on est, et dont il me semble qu'ils se traduisent pour chacun d'entre nous sur des questions bien plus simples, mais qui sont regroupant ces grands enjeux, la question de la santé, la question de vivre en paix, et la question de pouvoir se projeter et d'aller vers son avenir, vers sa prospérité. C'est peut-être des mots un peu bateaux, mais on sent bien qu'on les réinvente dans ces 2 mois-là. La question de la santé n'a jamais été sur la table comme elle l'est aujourd'hui. La question de voir dans le conflit dans lequel on est localement et mondialement comment on est paisible avec son entourage proche ou loin, et puis pouvoir se projeter. Exactement le sujet que l'on porte ce matin, de réduction de la précarité énergétique et des solutions qu'on met sur la table, est au cœur de cette démarche-là. Pas tout seul, bien évidemment, mais honnêtement, c'est maintenant ou jamais, ou plutôt, si on rate cette marche-là maintenant, alors vraiment, je ne vois pas très très bien quelle pourrait être l'autre circonstance qui fait qu'on veuille accélérer sur le sujet, aussi bien acteurs associatifs, entreprises et acteurs publics. Le deuxième point, peut-être que ça m'amène une différence ou une particularité de Schneider Electric sur le sujet, je pense que cette crise du Covid change fondamentalement la relation de beaucoup d'entre nous, d'ailleurs on en est le symbole à cette seconde, avec le digital. Alors je ne veux pas vous faire l'article du digital ce matin, ce n'est pas l'enjeu de cette conférence, mais il n'empêche que ça a apporté un rôle assez impressionnant. D'abord, ça permet à chacun d'être un peu plus, faut trouver de chaque menace un bout d'opportunité. On peut dire qu'on a tous progressé sur le sujet de l'usage du digital. Je parle de l'utilisation du digital pour l'IoT, pour le fonctionnement des entreprises, de la mise en relation, etc. Il me semble que, et c'est en général l'offre de valeur de Schneider Electric, on a maintenant suffisamment de maturité et d'enquête pour montrer qu'un bâtiment, une maison, un logement bien géré est un logement qui réduit sa consommation énergétique de 30% avec un investissement assez minime. Ce n'est pas du tout un combat entre isolation et pilotage de la maison. C'est l'idée que quand on amène une famille à un investissement dans lequel il peut y avoir de l'investissement lourd de rénovation du bien, elle est sûrement mieux mentalisée pour faire des efforts, s'organiser pour consommer au mieux et au moins. Et quand les gens sont en précarité énergétique, forcément que ces 200, 300 euros de reste à vivre gagnés par un pilotage pièce par pièce, moment par moment de son cadre de vie, accroît le confort et réduit très profondément la consommation. Et il me semble là que c'est un complément, y compris mieux compris après cette crise du Covid. Et pour ceux qui me diraient, oui, mais tu sais, les gens dont on parle n'ont pas tous accès au digital, etc., etc. Sur le sujet dont on parle et la manière dont on parle, ça couvre probablement plus des 2/3 des gens dont on parle et des foyers dont on parle. Probablement qu'un certain nombre auront des difficultés avec cette solution, mais une solution qui permettrait à faible coût de répondre à des besoins sociétaux et individuels de 2/3 du groupe dont on parle, c'est pas complètement rien. Donc j'ai envie de dire, comme entreprise, je suis ravi d'être accueilli et de participer avec mes collègues à cette démarche associative de Rénovons. De manière particulière, ça correspond à une logique qu'est la nôtre sur l'accès à l'énergie dans les pays du Sud et sur la lutte contre la précarité énergétique dans les pays qui sont ici. On a vu la conséquence sur l'emploi. Je crois que c'est vraiment à mettre devant. C'est de l'emploi non délocalisable, c'est de l'emploi ici,
Honnêtement, dans les mois qui viennent, c'est un sujet capital. Et donc, je pense qu'il faut qu'on se fasse entendre davantage sur le sujet au moment d'écriture des rebonds à la suite de cette crise, parce qu'il n'y a que des gagnants dans cette démarche-là. Et j'ajouterai un dernier point. La multiplication, la mobilisation sur cette démarche est aussi source d'innovation. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent. L'isolation d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ans. La manière de comprendre l'ensemble de ces sujets n'est pas celle d'il y a longtemps. Je vois Anne en face de mon écran. On a su, avec elle et d'autres, parler de l'agenda des solutions. Évidemment, pas n'importe comment et pas de manière échevelée. Mais la mise en valeur d'une démarche comme celle-là, sa massification, conduira aussi localement par des petites initiatives d'ESS. Schneider Electric pilote par son fonds solidaire des liens avec des entreprises d'ESS qui contribuent au logement social positif ou à la réduction de la précarité énergétique, et aussi des grandes entreprises pour mettre le marché les solutions par l'innovation qui permettent de faire un monde meilleur. Et le monde ne sera pas meilleur si 10% de la société française reste en précarité énergétique comme les 10% de la société européenne. Merci beaucoup, Gilles. Je t'arrête là. C'était très bien. Merci beaucoup de ta présence parmi nous ce matin. Sur cette partie-là, justement, des 10% en précarité énergétique et du fait qu'il pourrait potentiellement n'y avoir que des gagnants. J'aimerais bien donner la parole pour conclure, et excusez-nous du retard qu'on a accumulé, à Jean Mercart, qui est directeur du plaidoyer pour le Secours catholique, qui a certainement beaucoup de choses à nous dire, mais j'espère qu'il les dira en 5 minutes maximum sur le sujet. La parole est à toi, Jean. Merci Daniel. Effectivement, difficile tâche que de conclure après toutes ces interventions. J'essaierai de faire bref. Je voudrais revenir, moi, sur la situation des personnes les plus en précarité dans notre pays. Au Secours catholique, on reçoit environ 1 million de personnes par an. Le revenu médian, c'est 500 € par mois. Pour rappel, le taux d'extrême pauvreté, qui est 40% du revenu médian français, il est à 700 € par an. Donc on fait vraiment face aux populations les plus pauvres de France. Et pour ces personnes-là, ce n'est pas la fin du mois qui est difficile, c'est même pas le 15 du mois, c'est en réalité difficile pour tous les jours. Ce que l'on constate dans un budget comme celui-là, c'est qu'il y a 2 postes sur lesquels les privations sont les plus fortes. Il y a l'alimentation et le chauffage. Ce sont les 2 clignotants sur lesquels on se prive prioritairement. Et ces privations, elles ne suffisent pas toujours, ce qui fait qu'un certain nombre de ces personnes viennent demander de l'aide au Secours catholique. Les 2 principales motivations pour demander une aide financière au Secours catholique, c'est les impayés de loyer et les impayés d'énergie. Alors, ça, c'était le monde déjà d'avant la crise du Covid. Avec la crise actuelle, qu'est-ce qu'on constate ? On constate une diminution des ressources chez certains, avec la disparition des petits boulots, des boulots d'intérim, de l'économie informelle. On constate aussi une augmentation d'un certain nombre de charges. Le fait d'avoir toute la famille à la maison toute la journée, c'est des charges notamment d'énergie en plus. Des bouches à nourrir quand elles n'ont plus cantine. Le fait de devoir s'alimenter aussi dans les commerces de proximité qui sont parfois plus onéreux. Et dans ce contexte-là, ce qu'on constate, alors nous on a demandé avec un certain nombre d'associations une prime de solidarité exceptionnelle au gouvernement de 250 € par personne et par mois pendant tout le temps de la crise. Si on partait sur un dispositif de 3 mois, ça devait représenter environ 9 milliards d'euros. Le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle qui sera versée là, le 15 du mois, mais on est sur un volume environ 10 fois moindre que celui que nous avions demandé. Avec Rénovons, on a aussi demandé un chèque énergie exceptionnel de 300 € pour les 3,5 millions de ménages les plus en difficulté. Là-dessus, nous n'avons pas encore été entendus. Alors, dans ce contexte-là, certaines familles ont déjà arrêté en fait, de payer leurs factures d'énergie pour pouvoir se nourrir simplement. Alors, la trêve hivernale les protège jusqu'à fin mai,
Il y a aussi la décision de certains énergéticiens de ne pas appliquer de pénalités ou de coupures jusqu'à septembre qui les protège. Mais derrière, c'est la grande inconnue. On s'attend à ce qu'il y ait de lourds impayés en sortie de crise, sans compter évidemment les impayés de loyer. Alors, c'est là que les fonds de solidarité pour le logement devront intervenir. Et on a une vraie préoccupation sur les moyens de ces FSL, parce qu'ils ont déjà du mal à faire face en temps ordinaire. Or, ici, ils vont faire face à des besoins extraordinaires. Et c'est pour ça qu'on demande que ces FSL soient abondés par l'ensemble des acteurs, à la fois État, collectivités, fournisseurs, distributeurs, producteurs d'énergie, et notamment tous les énergéticiens qui ne le font pas alors que c'est leur obligation. Alors ça, c'est pour le court terme. Et le court terme, c'est très important parce que si on ne prend pas des mesures d'urgence, on risque d'avoir des millions de Français qui vont avoir froid cet hiver chez eux. Mais évidemment, je pense qu'on a cette espèce de conscience collective qu'on ne veut pas sortir comme avant, inchangé. On ne veut pas sortir de cette crise en continuant à courir sans arrêt derrière les urgences. On ne veut pas d'un pays où on soit obligé de choisir entre se nourrir et se chauffer. Et on ne fera d'ailleurs que creuser le problème si on ne l'attaque pas à la racine. Alors la racine, pour ce qui nous concerne, il y a évidemment la dimension budget, et pour notre part, on demande un relèvement des revenus minimums de façon à pouvoir vivre dignement, mais ça passe aussi par une maîtrise des charges, et notamment les charges d'énergie. Et c'est là qu'intervient évidemment, alors ça c'est les aléas du... C'est là qu'intervient la rénovation prioritaire pour les logements des ménages modestes. Alors, je crois que l'intention fait un certain consensus, et c'est évidemment sur les moyens que ça se joue. Alors, on en a parlé pendant toute cette conférence, je ne vais pas insister, simplement, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la rénovation est une espèce de course d'obstacles et qu'il faut pouvoir lever ces obstacles les uns après les autres. L'obstacle psychologique avec des mesures d'accompagnement social nécessaires, l'obstacle financier en diminuant le reste à charge au minimum, l'obstacle juridique quand on fait face à des propriétaires bailleurs qui ne souhaitent pas rénover, donc avec des mesures de contrainte. Je pense que tout ça a été dit. Il est temps de passer à l'action. Simplement pour conclure, nous finalement on s'attendait l'an passé à peu près à la même époque à ce que nos dirigeants, à la sortie du grand débat et à la sortie de l'épisode des Gilets jaunes, décident d'une forme de plan Marshall pour la rénovation thermique du bâtiment. On avait cette crise des Gilets jaunes qui avait mis en tension la transition écologique et le pouvoir d'achat des ménages. Et on a, avec la rénovation thermique du bâtiment, quelque chose qui est bon et pour le social et pour l'environnemental. Et donc, on s'attendait assez naturellement, peut-être un peu naïvement, à une prise de responsabilité sans précédent du gouvernement sur le sujet. Alors, c'était peut-être pas mûr. Il a fallu en passer par la Convention citoyenne pour le climat. Nous, ce à quoi on appelle le gouvernement aujourd'hui, c'est de ne pas laisser passer cette deuxième opportunité, comme l'a dit Guy Vermaux-Desroches. Je ne sais pas ce qu'il faudra de plus pour décider enfin du plan Marshall, du New Deal, de ce que vous voudrez, mais qu'on prenne les moyens pour en venir à bout des passoires thermiques. Merci beaucoup, Jean, pour cette déclaration finale très enthousiasmante, en tout cas qui va nous porter pour les prochaines semaines et les prochains mois.